Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger Chaîne 3. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Lamine B derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale chapeautée par notre chroniqueur Hatem Houssini avec en guise d'invité le docteur Hassan Darrar, enseignant à l'École nationale supérieure de management. Il sera accompagné de monsieur Souhil Gessoum, le président de la CAPS. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numérica juste après ceci. Médiatique, présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger Chaîne 3. Et il est 18h07 sur les ondes de Radio Alger 3. Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné de Lamine B derrière la vitre et de Hatem Houssini, notre chroniqueur, qui nous a organisé une émission aux petits oignons. Il sera question de la SNTN, la stratégie nationale de transformation numérique, en compagnie de deux invités de choix, en l'occurrence le docteur Hassan Darrar, enseignant à l'École nationale supérieure de management. Il est accompagné de monsieur Souhil Gessoum, le président de la CAPC. Messieurs, marhaba bikoum. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. Hatem Houssini, la SNTN, qu'est-ce que c'est en fait? Bonjour chers auditeurs, bonjour tout le monde. Donc la stratégie nationale du numérique, c'est une stratégie qui compte lancer donc, tous les chantiers. Qui a été d'abord dévoilé il y a quelques jours. Voilà, qui a été dévoilé dernièrement, publiquement. C'est un travail... on peut dire de longue haleine, qui a été fait orchestré par le Haut Commissariat à la numérisation. Qu'on serait ravi de recevoir dans l'émission voilà, qui est une entité ou une institution qui est au niveau de la présidence de la République et qui lance un petit peu ce grand chantier de numérisation avec le parcours de tous les secteurs. Donc pour arriver à un certain nombre un développement du numérique en Algérie. De manière transversale. De manière, surtout l'aspect transversal. Et on peut reconnaître deux éléments importants dans ce genre de stratégie, et celle qui a été, c'est l'aspect gouvernemental, c'est-à-dire l'administration, donc développer l'administration sur le plan numérique et tout, mais aussi économique et surtout avec le parcours du privé, le parcours donc de toute l'économie, comment introduire, surtout qu'aujourd'hui le numérique, ça y est, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, la vie de tout le monde, que ce soit dans le domaine économique, le domaine dans l'éducation. De toute façon, cette SCN se focalise sur 5 axes qu'on va essayer justement de détailler dans cette émission. Et pour ça, nous avons donc avec nous deux experts de renommée qui vont un petit peu nous vulgariser tout ça. On commence par... Allez, docteur, on va commencer par vous. Ce n'est pas le premier projet de ce genre que vous chapeautez, voilà. Et donc, ça nous fait plaisir d'avoir recours à votre expertise pour voir d'où on vient et où on va. Merci, donc bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, donc on se réjouit. L'Algérie dispose maintenant d'une stratégie, Algérie 2030. Une stratégie quand même, elle dénote d'une vision claire, avec des axes très importants, 5 axes majeurs, avec également des objectifs, 25 objectifs qui sont quand même mesurables, avec des quantifiés, donc c'est très important. Donc l'Algérie, elle poursuit, si vous voulez, son chemin et son parcours pour justement moderniser moderniser donc ce qui touche les modèles économiques et sociaux en se basant sur le numérique.
Donc, effectivement, c'est une stratégie ambitieuse. Comme il vient de citer c'est Houssini, donc il y a un axe sur l'infrastructure, la connectivité, un axe sur la e-gouvernance pour la numérisation des services publics numérisés. Il y a un axe sur la formation et la recherche-développement, donc la compétence qui est quand même le capital humain, voilà. Effectivement, il y a donc également un axe sur disons la société numérique, l'implication des citoyens et participation et tout, et également donc un axe très très important qui est l'économie numérique. Tout à fait. Donc je pense que c'est une démarche prometteur et Inch'Allah, donc on va réussir ce défi, atteindre la transformation numérique réussie d'ici 2030. Très bien. Hatem, qu'est-ce que ça t'inspire justement? Justement, c'est... Premièrement, est-ce que c'est réalisable? Voilà. Est-ce que vous êtes optimiste autour de la table? En tout cas, nous avons besoin d'une stratégie. D'accord. D'ailleurs, il y a eu des travaux avant. Donc, il y a eu des stratégies Algérie 2013. Il y a eu qui n'ont pas, qui n'ont pas pu arriver à exécution à 100% à maturité. Même si des idées ont été reprises par la suite. Voilà, c'est tout à fait normal. Et dans le plus important, c'est que cette stratégie, et c'est comme c'est dit dans le document, d'ailleurs c'est noté, cette stratégie va se transformer et être décrite sous forme d'un plan d'action. Alors on s'arrête 2 secondes sur le document qui est accessible, qui est libre, et grande première, il y a une campagne d'SMS, voilà, pour pouvoir directement télécharger le document sur votre téléphone. Donc ça mérite d'être salué. Et telle qu'elle est présentée, donc dans les grandes lignes et les grands objectifs avec les cibles, donc c'est une stratégie, il faut le rappeler, qui est 2025-2030, c'est-à-dire à objectif sur 2030. Et nous avons un certain nombre d'objectifs mesurables, si on peut, avec un indicateur. Et la question maintenant, je la repose à nos invités. Comment vous voyez cette stratégie en termes d'objectifs mesurables, c'est-à-dire de cibles? Est-ce que c'est une stratégie réalisable? Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'elle est... Allez, la question difficile est pour vous, Monsieur Guessou. Merci pour la question difficile. Avec plaisir. Bonjour à tous les auditeurs. Je pense que, oui, déjà nous nous félicitons du fait qu'il y ait aujourd'hui une stratégie du numérique. Alors, je pense qu'il y avait eu une stratégie e-Algérie 2013 qui n'avait pas vraiment abouti. Aujourd'hui, nous avons une stratégie qui semble vraiment, qui est transversale, qui englobe tous les aspects du numérique. En tout cas, elle a été inclusive déjà, c'est-à-dire que ça a associé tous les spécialistes du domaine, et ça aussi, ça mérite d'être salué. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est réalisable? Ce que nous pouvons dire déjà, c'est qu'elle est extrêmement ambitieuse. Extrêmement ambitieuse. Est-ce qu'elle est réalisable? Je vais citer quelques exemples qui me semblent très intéressants quand nous parlons de assurer une connectivité de qualité pour tous les citoyens, 100%. En 2030, c'est ça. À 2030, c'est extrêmement ambitieux. J'espère que nous allons pouvoir le faire. C'est un vrai défi, comme l'a expliqué Dr Dadrar. Tant mieux, nous aimons les défis, nous sommes algériens, nous aimons les défis. Nous parlons aussi de connecter, pareil, les organismes et institutions 100% à l'horizon 2030. Ça aussi, c'est extrêmement ambitieux. Tous les objectifs cités sont extrêmement ambitieux. Et je dirais que pour les objectifs que je viens de lire ici, c'est faisable. Il y a le PIB, par exemple. J'y arrive justement. Quand nous parlons de 100% de rentabilité, bon, j'ai mis du temps à comprendre ce que voulait dire 100% de rentabilité, mais nous parlons là d'investissement dans nos infrastructures, notamment les infrastructures cloud, notamment le FTTH, notamment la bande passante. Et donc avoir 100% de rentabilité, ça signifie rentabiliser tous ces investissements en faisant de l'export, en produisant des services, et donc un retour sur investissement qui soit important. D'ailleurs, Madame Ben Meloud avait annoncé justement que le centre de données de Mohammedia a atteint près de 80%, voilà, et celui de Blida est à 50%. Alors, par contre, quand nous parlons d'atteindre 20% du PIB,
Là, c'est extrêmement ambitieux et ça me semble, pour être franc, non réalisable. Et À l'horizon 2030. À l'horizon C'est trop 2030, tôt. je vais expliquer. C'est trop tôt. Je vais expliquer pourquoi. La moyenne mondiale est de 15,5%. Donc la moyenne des TIC ou de l'économie numérique dans le PIB mondial, elle est de 15,5%. Pour les États-Unis, c'est à 21,5%. La Chine est à 30%. Quand nous, Algérie, sommes autour de 4%, c'est ce que les experts nous expliquent, et que nous voulons aller à 20% en 5 ans, ce n'est pas réalisable. Nous n'avons pas encore vu, et j'ai fait quelques recherches, je n'ai pas encore vu un pays passer d'un chiffre à 2 chiffres d'une manière aussi fulgurante. Là, nous parlons vraiment d'un saut quantique. Et ce n'est pas évident à réaliser. C'est à cause de notre dépendance aux Mais- hydrocarbures ou Non, regardez, si nous sommes aujourd'hui à 247, alors on va dire 250 milliards de dollars de PIB, 4% de 250 milliards de dollars, c'est combien? C'est 10 milliards. Alors, Nos auditeurs feront le 10 calcul. 10 milliards de dollars. Alors, quand nous disons que nous voulons passer À 400 à l'horizon, alors nous voulons passer déjà un PIB à 400 milliards 400 de dollars. voilà. Et donc 20% du PIB, c'est 80 milliards de dollars. D'accord. Donc multiplié par 8, En 5 ans, le volet numérique par rapport au Ouais. PIB, c'est extrêmement ambitieux et c'est difficilement réalisable. Mais peut-être c'est lié au nombre de startups qu'on veut créer, Alors, parce qu'on parle d'un grand nombre de startups. Je pense, dans le même 100 000 contexte, ou- dans le même contexte, nous parlons d'un demi-million de noms de domaines .dz. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 17 800 domaines .dz enregistrés. Alors là aussi, c'est extrêmement ambitieux. Je pense que... Alors, avec le cloud qui est en cours d'installation, avec sa redondance à Blida, avec les objectifs qui sont fixés pour démultiplier les clouds au niveau national, et avec il est clair- l'obligation par rapport aux données sensibles aussi. il est clair que nous allons avoir une accélération de création de domaines .dz. Alors, par contre, passer de 17 800 à 500 000, je ne dirais pas que ce n'est pas réalisable du tout. Je dis c'est un très grand défi. Attendons pour voir et j'espère vraiment que nous allons le réaliser. Ensuite, pour parler des startups, alors passer d'un objectif qui est à 20 000 startups, je crois, qui a été fixé par le président de la République lors de la réunion au CIC au ministère des startups. Nous avions parlé d'un objectif de 20 000 startups, sachant qu'aujourd'hui nous sommes à 26 ou 27. voilà. hein. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 000, 5 000 startups qui sont labellisées. Comment passer de cela à 100 000 startups? Je pense que là aussi, il y a un problème de chiffres quand même et de défis à relever. Mais je Docteur, pense- par rapport à cette question des startups qui est très très importante, quelle est votre expertise, votre avis? Oui, donc par rapport d'abord par rapport donc à l'économie numérique, effectivement, 20% du PIB, c'est ambitieux. vraiment ambitieux. Voilà. Oui. Maintenant, dire que c'est réalisable, c'est pas réalisable, moi je pense que ça dépend à un certain nombre de paramètres. D'abord, il faut l'implication des PME, des PMI. Dans la stratégie, c'est annoncé que 80% des PME seront numérisés. Et ceux qui peuvent vraiment permettre d'augmenter ou bien de rendre, je dirais pas réalisable, donc 20%, mais ils vont contribuer énormément donc à l'augmentation du PIB, c'est de promouvoir et d'aider et de soutenir également les PME à ce qu'ils se numérisent, au même titre que les startups. Ça, d'un point de vue, disons, sur le volet économie numérique. Parce qu'ils s'en plaignent d'ailleurs. Ils s'en hein. Il y a, D'ailleurs, il y a ils trop sont- de lumière d'ailleurs, braquée sur les startups absolument. et Et les on entreprises oublie- traditionnelles disent et nous, on veut participer Exactement. aussi. D'ailleurs, je pense qu'il y a même un manque de sensibilisation envers les PME. Nous avons eu à discuter avec des chefs d'entreprise. Ils ne sont pas vraiment conscients d'abord de l'intérêt de la numérisation et des enjeux également de la transformation numérique. Moi, je pense qu'il faut un peu s'orienter vers cette catégorie d'entreprises et également donc les associés. Si vous permettez, concernant Par rapport, Hassan, par rapport à ce point-là, c'est-à-dire en parallèle, la stratégie quand j'ai lu, elle propose aussi des champions, c'est-à-dire de grandes sociétés dans le numérique, et peut-être c'est ces champions-là, je pense, au nombre
j'ai oublié le nombre, une centaine. ou là. Centaines apparemment. Voilà. 50. 50. Donc c'est ces champions-là et ces entreprises-là qui vont en quelque sorte faire Être les locomotives. locomotives du PIB Absolument. en matière de... Effectivement, je pense également que la réussite de cette transformation avec ces chiffres, ces chiffres prometteurs, il faut absolument qu'elle soit accompagnée d'un plan d'action ou d'un schéma directeur dans lequel sont inscrits les projets, Voilà. les ressources allouées à ces projets, les délais pour chaque C'est-à-dire que projet. là, en fait, si je vous Honnêtement, comprends nous bien, avons on a une les vision. grandes lignes, Les grandes Absolument. lignes. mais ça serait bien, voilà, d'avoir il faut des absolument des que- textes d'application, voilà, pour utiliser une Le plan métaphore. d'action est prévu. hein. Il est prévu Oui, dans la faut parler- stratégie. C'est-à-dire on peut, Ah, j'ai oublié. on peut vraiment, disons, on peut vraiment estimer, évaluer la stratégie quand on voit réellement les projets qui vont être à inscrits fait. avec Dans le plan d'action. ouais. dans le plan d'action. Ça va nous donner exactement, ça va nous donner un peu une vision plus claire sur l'ancrage de cette stratégie. Par exemple, quand on lit le document, à un moment, le deuxième point, qui porte sur le capital humain et la formation, qui vise, je cite, à assurer 500 000 spécialistes activant dans les TIC et à réduire de 40% la fuite des compétences spécialisées. Ça aussi, c'est ambitieux. On y arriverait comment? Oui, ça c'est un objectif qui nécessite une réflexion approfondie parce que Parce que rien que ça, Moins ça de- mériterait un plan voilà. à part, en fait. hein. moins de, disons 40% de moins de fuite de la compétence. Comment peut-on, quelles sont les actions que nous allons inscrire pour atteindre cet objectif? Ça reste, disons. Là, il vous faut- avez un ingénieur qui sort de l'école, une multinationale lui fait un pont d'or. Comment on le retient en Algérie? Ça, c'est une réflexion, encore une une fois, qui réflexion. mérite d'être menée. Absolument, absolument. Il y a pas mal de chiffres qui, bon, ça a été annoncé comme étant, ils ont été sûrement définis ou identifiés ou déterminés à partir d'une étude Ouais. existante, Mhm. parce Sûr, que ouais. ça a été fait la stratégie, ça a commencé en 2023. Oui, oui, oui. Il y avait une démarche participative. On en avait parlé beaucoup, ici, Ils même, ont effectivement. participé, les acteurs. Vous-même, Maintenant, il y a vous un avez état des participé, lieux. hein. Absolument. À tout le monde, même moi-même, hein, Ouais. j'ai assisté aux assises. Il y a un état des lieux et qui a été fait avec la participation d'un certain nombre d'experts. Ils ont défini ces chiffres-là. Même les secteurs aussi. Reste maintenant le plan d'action. On aimerait bien le voir pour qu'on puisse. Monsieur Guessou, par J'aimerais rapport à ses j'aimerais dire un compétences. mot. aussi. J'aimerais dire un mot par rapport à ces compétences parce que c'est un véritable entre guillemets fléau pour l'économie nationale. Alors, pour revenir à l'objectif de 500 000 diplômés dans le secteur du numérique par an, Alors, en 2009, texto 500 000 spécialistes, voilà, c'est la terminologie qui est Ah ouais. utilisée dans le document. alors en 2009, nous en avions 5 000 par an. En 2014, l'objectif était de tripler, donc passer à 15 000 par an. Le problème, c'est que le nombre augmente. Vous savez que nous avons des écoles spécialisées aujourd'hui. Tout à fait. Écoles d'intelligence artificielle, cybersécurité, Nanotechnologie. nanotechnologie, mathématiques aussi. Donc nous avons de plus en plus d'élites qui va arriver sur le marché. Alors si je prends l'école de l'ESI, École supérieure d'informatique, plus de 90% des diplômés partent à l'étranger. Donc ça veut dire que nous formons. Je pense que nous pouvons raisonnablement arriver à 500 000 spécialistes, mais combien vont rester? En plus, l'école d'intelligence artificielle, la première promotion qui n'est pas encore arrivée à terme, qui doit arriver à terme en 2026, ben déjà plus de 30% sont partis à l'étranger. Donc Il y a le eu de la challenge, prospection déjà, il y a eu, Ouais, oui, bien sûr. des chasseurs de Il drogue. est vrai que peut-être. nous avons, il est très ambitieux de parler de 500 000 spécialistes. Alors, heureusement, nous ne parlons pas de 500 000 par an, mais nous parlons de 500 000. Ce qui est, à mon avis, réalisable vu le potentiel de formation qui existe Ouais. à travers le pays. Le gros challenge, c'est comment garder ces spécialistes et ne pas les laisser partir. Parce qu'il y a aussi un deuxième challenge qui a été cité dans la stratégie, c'est les attirer vers les entités publiques. Et comment pouvoir les garder au sein des entités Ah oui, publiques pour pouvoir réaliser cette e-gouvernance. S'il y a un climat d'affaires, hein, si on met en place un climat d'affaires où donc il y a facilité de vendre le produit numérique, d'être donc les donc c'est Oui, mais là est-ce que ça devient l'œuf ou la il y a poule, ça. Adam Le deuxième point, dans beaucoup d'assises de cette stratégie, même d'autres stratégies avant, hein, moi j'ai participé même avant et maintenant, on parle toujours comment rémunérer
l'ingénieur et le spécialiste. Donc il y a des attractions qui vont se faire. Je suis sûr que c'est ça, c'est-à-dire une stratégie, elle évoque une décision en quelque sorte politique qui va vers un sens où on va encourager ces gens à rester. Pour l'encourager, bien payé, un business qui fonctionne. Donc un climat, tout un climat qui doit être... Justement, docteur, comment est-ce qu'on pourrait s'aligner sur un salaire de 6 000, 7 000 euros pour retenir cet ingénieur si brillant? Quelle serait l'alternative? Justement, bon, c'est un débat, parce que on a eu dernièrement un débat sur cette question-là, exactement, la fuite des cerveaux, etc. Nous avons fait pratiquement une petite analyse, c'est que la fuite des cerveaux, ça concerne uniquement l'ISI, Bebzoua. Maintenant, si on va y aller, donc à l'intérieur du pays, il y a des milliers et des milliers d'informaticiens qui sortent de nos informaticiens, mais ils ne trouvent pas de boulot. C'est-à-dire, il y a cette immersion. C'est intéressant. Oui, certains partent et partiront quel que soit X. Il y en a plein en Algérie, des informaticiens qui sortent des universités à l'intérieur du pays. Bon, d'autres universités, mais malheureusement... C'est-à-dire, si je vous comprends bien, la mobilité n'est pas forcément un mal, puisque nous avons une manne de matière grise qui n'attend qu'à être exploitée. Même maintenant, disons que l'informaticien peut travailler à distance, il n'est pas obligé d'être au bureau 24 sur 24. Il faut absolument bénéficier, s'appuyer sur ce potentiel d'informaticiens qui se trouve à l'intérieur de nos pays. Il y a des milliers. C'est un axe qu'on entend très peu. Donc il ne faut pas qu'on se focalise sur les informaticiens de l'ISI, les informaticiens de Bebzouar. Il faut absolument qu'il y ait une vision plus globale avec, bien entendu, une étude disons, ciblée. Tout à fait. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, d'accord, elle fait un grand pas dans ce sens. Moi, personnellement, j'étais dans des travaux de ce secteur. Et il y a de nouvelles, les futurs emplois et tout, c'est prévu. Donc il y a de nouveaux voilà, BTS, donc des diplômes de technicien supérieur, qui sont maintenant ouverts à tout ce qui est réalité virtuelle. Donc il y a beaucoup de choses qui se font dans ce secteur. Et je pense qu'il y a un grand nombre qui... Le ministre de la formation professionnelle a signé dernièrement une convention, un mémorandum d'entente avec Huawei pour des formations sur l'intelligence artificielle, le cloud computing. Mais ça reste que 500 000, c'est toujours un défi. Hein? J'aimerais juste rebondir sur ce que disait Dr Derdar et je partage à moitié ce qu'il a dit. C'est déjà bien. Oui, c'est pas mal. En réalité, oui, il a tout à fait raison. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de masters qui sont formés à l'intérieur du pays et qui ne trouvent pas de travail, sauf dans le domaine du coding. Donc, de tout ce qui est programmation, nous ne trouvons pas de codeurs. Nous en cherchons. Alors, vous savez que quand vous êtes codeur, vous pouvez travailler de chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être dans un bureau. Nous n'en trouvons pas. Même à l'intérieur du pays, même dans les autres wilayas, nous avons énormément de mal à trouver les codeurs qu'il nous faut. De toute façon, c'est un métier qui est, qui est condamné à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. Donc à terme, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que nos codeurs, même s'ils sont ici, travaillent pour l'international. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est un premier pas. Les garder ici et les faire travailler en offshoring, c'est peut-être un premier pas. Maintenant, pour revenir aux incitations... Enfin, pardon, mais c'est aussi une mauvaise chose, c'est-à-dire que ça ne paie pas d'impôts, ça ne participe pas à l'économie, donc voilà. J'allais enchaîner sur ça. Le concept d'auto-entrepreneur a été conçu dans ce but pour vous mettre dans une légalité toutes ces personnes qui font de l'offshoring, qui n'ont pas de statut. Aujourd'hui, elles ont un statut. Nous avons le programme NESDA, comment ça s'appelle à l'enseigne, nous avons tout le programme des startups. Donc, il y a des programmes aujourd'hui qui sont adressés aux jeunes pour que ces jeunes puissent travailler ici et s'épanouir ici, se développer ici. Maintenant, il reste tout l'aspect matériel autour de cela. L'aspect matériel, c'est qu'un jeune qui sort de l'université veut pouvoir aspirer à avoir une maison, avoir une voiture, avoir un bon salaire, etc. Et tout cela, c'est important pour pouvoir le garder. Messieurs, on fait une petite pause. C'est passionnant, on revient juste après. Petite respiration.
18h36 sur les ondes de Radio Alger Chaîne 3. Je rappelle que pour cet été, nous aurons une petite émission qui s'appelle le Grand Oral des clubs étudiants. Ça va être une espèce de question pour un champion qui va rassembler les clubs étudiants de par le pays qui vont s'affronter autour de questions sur l'histoire, sur la musique, sur le sport. Donc si vous êtes un club étudiant, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Tous les détails sont sur la page Facebook de l'émission, à savoir Mediatix-Alger Chaîne 3. Hatem Houssini, tu viens de pointer en off un manque dans cette SNTN, en l'occurrence l'absence de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Elle n'est pas citée du tout, l'intelligence artificielle. Alors, je disais en off que ça avait commencé en 2023, et en 2023, la hype autour de l'IA n'était pas aussi importante que maintenant. Mais aussi parce que je sais que l'IA est traitée aussi, une stratégie de l'IA qui est traitée également par le conseil scientifique. Dans le conseil scientifique. Donc en parallèle à cette... En parallèle, donc, mais on aurait aimé voir le lien avec comme c'est fait avec la stratégie de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est cité, donc c'est renvoyé sur ça et comment. Donc votre avis d'expert. Comment on peut rattraper ça et le chômage que ça va provoquer, justement. Voilà. Allez, docteur, c'est pour vous, après, monsieur Goussou. Non, effectivement, le 7 décembre 2024, il y a l'annonce de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui a été officiellement annoncée, parce qu'il y avait un conseil scientifique qui a travaillé dessus. Dédié. Absolument, donc avec une feuille de route. Effectivement, beaucoup, je dirais, donc ils se sont interrogés sur le fait que la SNTN, elle fait pas, donc elle ressort pas cet aspect très important. Mais de toute manière, ce n'est pas gravé dans le marbre, me semble-t-il. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut faire le lien, c'est-à-dire il faut un travail de coordination, un travail entre, c'est-à-dire le conseil scientifique de l'IA, entre l'HCN, ils doivent absolument travailler ensemble pour trouver, disons, comment intégrer l'IA dans cette stratégie de la transformation numérique. Quelles seraient les implications, justement, M. Goussou? Alors, l'IA, je pense que c'est un pan très important qui n'a pas été considéré dans la stratégie. Regardez, la stratégie de la transformation numérique a quand même parlé de cybersécurité, alors que nous avons toute une stratégie de cybersécurité en parallèle. Donc la passerelle a été lancée. Je pense que pour l'intelligence artificielle, une passerelle aussi doit être lancée, parce que l'intelligence artificielle permet d'automatiser les process, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'éliminer certaines tâches répétitives. Les redondances. En réalité, aujourd'hui, nous parlons, et ça permet aussi une efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, nous parlons de transformation intelligente. Donc, nous savons quelle est l'importance qu'est en train de prendre le marché de l'IA. Je vais vous citer juste un chiffre. L'IA générative, qui faisait à peu près 100, dont le chiffre était très important en 2024, va passer à 100 milliards de dollars en 2028. Le marché de l'IA générative seulement. Alors, nous ne pouvons pas nous passer de l'intelligence artificielle dans notre stratégie de transformation numérique, parce que c'est cette IA qui va nous permettre d'aller plus vite en stimulant l'innovation et en éliminant toutes les redondances, notamment quand nous parlons de e-governance. Donc ça nous permettrait vraiment d'aller plus vite. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il est temps en mettant en place peut-être le plan opérationnel qui devrait être annoncé aussi, parce qu'il y a stratégie mais il y a aussi l'exécution, et je pense qu'il y a un plan opérationnel qui devra être annoncé. Dans ce plan opérationnel, il va falloir inclure la dimension intelligence artificielle d'une manière très pertinente. Docteur. Surtout, il y a un point très important, Yannick, que j'aimerais bien souligner, c'est que maintenant on parle de souveraineté numérique. Et l'IA, elle fait partie intégrante de notre souveraineté numérique. On ne peut pas prévoir la transformation numérique dans un monde qui est en course envers l'IA. En Algérie, on doit absolument mettre en place une infrastructure de traitement efficace. D'ailleurs, il y a le centre data center gouvernemental qui est en train d'être, comme vous l'avez bien cité, 80%, donc il est en train d'être réalisé. Il faut absolument que
l'Algérie développe également ses propres outils d'IA à travers l'apprentissage de nos propres données pour qu'on puisse avoir, disons, des IA qui nous sont propres. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les LLM. Il faut absolument que l'Algérie aille vers cette démarche parce que ça touche finalement la souveraineté. C'est une révolution mondiale et notre pays ne peut pas Et rester puis- spectateur, en fait, tout simplement. Et puis, il faut être acteur, hein, sinon on va vous utiliser. Donc, il faut avoir sa propre IA, il faut avoir ses propres infrastructures qui supportent votre IA et tout. Donc, par les rapport données à surtout. ça, Les données et les surtout. données, parce que Absolument. le big data aussi, Et c'est-à-dire l'apprentissage l'IA, de l'IA, c'est très lié au big data. Saluons d'ailleurs le premier centre de GPU, donc la petite ferme de GPU qui a été lancée à Oran il y a moins d'un très bien, mois oui. Oui. par Algérie Télécom, ce Oui. qui est un élément extrêmement important. Donc ça mérite quand même d'être souligné. C'est-à-dire, quelles vont être les implications, justement? Les implications sont nombreuses. Ce que je peux vous dire, c'est que sans l'IA, nous allons prendre des années de retard sur ce qui est en train d'être fait dans le monde. Avec l'IA, nous allons non seulement pouvoir aller très vite, concrétiser cette stratégie ambitieuse le plus vite possible et passer aussi à d'autres étapes de notre développement socio-économique. Avant, nous disions que la transformation, nous disions que le système numérique était le socle d'un développement socio-économique. Aujourd'hui, ben non. Aujourd'hui, nous disons que c'est l'intelligence artificielle qui devient le Cette socle. brique essentielle. C'est ça qui devient le socle du développement socio-économique du pays. Alors, il faut noter qu'avec l'école d'intelligence artificielle, nous avons des élites qui vont arriver sur le marché, si nous arrivons à les garder, bien évidemment. Nous avons aussi des élites qui arrivent de l'université de Bebzouar, de l'école supérieure d'informatique, de l'école supérieure de Mostaganem, je crois, de Sidi Bel Abbès, etc. Et tout ce monde-là est capable de concrétiser une stratégie d'intelligence artificielle que nous voulons ambitieuse pour notre pays. Très bien, il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. On va parler d'un sujet qui est cher au cœur de notre chroniqueur Hatem Hassini, en l'occurrence la e-gov. Justement, par rapport à la e-gov, la stratégie propose une e-gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance numérique, ce qui est vraiment très bien parce qu'elle est centrée sur le citoyen et l'entreprise. Alors la numérisation de l'administration publique, Voilà. entre autres Et choses. un peu plus, hein, parce que d'après ce qu'on lit, les objectifs, c'est d'aller vers la participation du citoyen dans la prise de décision, etc., et l'ouverture des données. D'accord. D'ailleurs, une question se pose aussi par rapport à la souveraineté. Cette stratégie donne beaucoup d'importance à la souveraineté, ce qui est tout à fait normal. Et en même temps, elle ouvre de nouveaux chantiers qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir, hein, qui sont l'ouverture des données, les IDE, c'est-à-dire essayer d'avoir beaucoup d'investisseurs dans le numérique chez nous, etc. Donc ces choses-là doivent être en quelque sorte dans le plan d'action, doivent être très bien ficelées. Hein. Oui, Oui. dans cette stratégie, donc, elle a été annoncée un objectif de numériser 100% des services publics d'ici 2030. Je pense que c'est le point le plus ambitieux des 5. Numériser 100% des procédures administratives. C'est ce qu'attend le peuple. Mais là, ça reste un avis quand même. Je pense qu'il n'y a pas une adéquation entre ce qu'il y a dans le terrain, parce qu'on voit actuellement le problème de la bureaucratie qui est devenu de D'accord. plus en plus, quand même, c'est un véritable problème. Donc, 100%, c'est-à-dire, je ne vais pas dire que c'est pas réalisable, mais il faut tenir compte qu'au niveau donc de nos administrations, il y a quand même une résistance très 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 féroce envers la numérisation. Ouais. On demande toujours des papiers, on ne reconnaît pas la signature parfois électronique, et donc le citoyen se voit à chaque fois devant une administration qui résiste. Moi je pense qu'il faut absolument réfléchir à des moyens plus Coercitif. Mais- pour imposer le numérique comme étant le moyen le moyen d'interaction avec la société civile. Hassan, Ken, une chose, c'est que
parce qu'un des objectifs, c'est l'identifiant numérique. Hein. Si on arrive à dépasser cette barrière, parce que c'est une barrière, hein, depuis toujours, il y a beaucoup de pays aussi, hein, qui ne sont pas arrivés à se décider quel est l'identifiant qu'on doit utiliser dans le numérique et tout. Si on arrive à le faire, ces histoires d'objectifs sur le e-gouvernement vont être beaucoup plus faisables. Voilà, je voudrais, Voilà. pour être honnête, c'est qu'il y a quand même un travail qui est en train de se faire au niveau du HCN. Ça fait presque une année que tous les départements ministériels se réunissent pour développer des services publics numérisés. Ce que j'ai comme information, comme il y a 40 services publics qui ont été numérisés, il y a toute une démarche d'interopérabilité entre les différents services. Donc il y a quand même un engagement, il y a une sincère volonté d'aller dans cette... La volonté up, j'allais dire, Oui, mais elle est manifeste, on la voit. C'est comme vous l'avez très bien mentionné, c'est dans le middle ou le down. Absolument. C'est au niveau de la mairie, on va le dire, au niveau de la daïra, au niveau de telle entreprise publique qui adore le papier tout simplement et qui ne peut pas s'en passer. Absolument. Comment changerait ce mindset, Monsieur Gissoum? Alors d'abord, je vais rebondir sur ce que disait Dr Dedrar. Et encore une fois, pour la beauté du débat, je ne vais pas être d'accord avec lui. Mais on adore ça. Je dans ne vais le pas être médiatique. d'accord C'est ce qu'on avec lui. cherche, c'est ce qu'on cherche. 100% de numérisation dans la gestion interne du secteur public, Anna, je suis pour et je pense que c'est faisable. Voilà. Donc, Non, mais tout le monde est voilà. pour. Non, Mais, ouais, faisable, voilà, faisable. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons un état civil aujourd'hui qui est, allez, on va dire, quasi entièrement digitalisé. Il faut le reconnaître, c'est une excellente chose. Pardon, mais il y a eu pour l'ADL récemment, la cohue au niveau des mairies. Annie Jake, moi les je parle de chaînes. l'état civil. C'est pour ça que voilà, le citoyen qui nous écoute se dit, c'est pas forcément ce que je vis au quotidien. Voilà. Oui, c'est- alors regardez, moi je parle de l'état civil. Donc permis de conduire, carte d'identité, passeport, etc. Tout cela est digitalisé. Si nous allons maintenant vers le système économique, les impôts sont presque digitalisés, entièrement digitalisés. La douane est presque entièrement digitalisée. CNAS, CASNOS, CACOBAT, C'est c'est digitalisé, c'est bon. fait, ouais. L'interopérabilité ou l'interconnexion, nous sommes en train de travailler dessus. Donc il y a tout un travail qui est en train d'être fait en termes Interopérabilité, il est difficile ce mot. Difficile à dire ce mot, ouais. Et Madame la ministre avait dit que c'était un axe stratégique sur lequel il travaillait maintenant. Donc si nous avons ces pans qui sont digitalisés et si nous avons l'interopérabilité qui est en cours, ben nous pouvons dire qu'à court terme, nous allons avoir déjà une digitalisation, je vais utiliser le terme, une digitalisation interconnectée. Je sais que le terme est faux, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'une digitalisation transversale. Ensuite, nous allons passer à quoi? Nous allons passer aux services publics digitalisés. Mais nous avons déjà transversalement digitalisé presque tout. N'oublions pas que nous avons 5 ans pour faire ce travail. Et je pense que nous sommes C'est très faisable, très bien c'est faisable, partis ouais. pour le faire. Maintenant, un point par rapport à ce que tu disais, Hatem. Est-ce qu'il faut maintenant, comme signature numérique individuelle, avoir un NIN ou avoir un numéro de téléphone? Prenons la décision et avançons. Voilà, c'est ça. ce Il qu'il y a, faut. il y a 20 ans, beaucoup de pays ont choisi un numéro d'identifiant unique parce que la téléphonie mobile n'était pas aussi développée développée, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 52 millions de lignes pour 45 millions d'habitants. C'est que c'est extrêmement développé, Adna. Faisons un choix, prenons une direction, tenons-nous à cette direction Voilà, numéro et national intégrant d'identité, tout cela dans Faisons notre un choix. digitalisation Moi, totale. j'ai une question. Docteur. Voilà, à chaque fois, on me la pose. Et à chaque fois, je dis personnellement que le nombre de plateformes ne reflète pas réellement la numérisation de la société. C'est le taux d'utilisation Exactement. des citoyens de cette numérisation. Absolument. On a plein de plateformes, plein de plateformes. À un certain moment, on parlait de 450 services publics qui sont numérisés. Mais quel est le taux? Est-ce que les citoyens sont en train d'utiliser ces plateformes? Je suis absolument Quelqu'un d'accord. quelqu'un m'a posé une fois une question. C'est vrai. Il dit, monsieur, pourquoi on numérise uniquement les services tels que les formulaires d'inscription, mais pourquoi on ne numérise pas le marché public, par exemple?
quand vous allez soumissionner un marché public, vous avez besoin de tonnes de papier. Et jusqu'à maintenant, ça existe. Il faut le faire Oh, physiquement. pourtant, oui. on peut le faire. C'est-à-dire, il y a des questions qui se Alors. posent. Je sais qu'il y a quand même des efforts très considérables, comme M. Soum, donc, il a très bien souligné, d'ici 2030, quand même, on a 5 ans. On peut numériser effectivement, mais... Sauf qu'en 5 ans, il y a d'autres Voilà. défis qui vont surgir, Absolument. etc. C'est Voilà. vraiment une Ça, course contre la montre. c'est Il ne ça. faut pas se dire on a 5 ans, Absolument. on a le temps. Voilà. Maintenant, il faut absolument une implication très, très, très forte de la société civile. C'est ça le critère et l'indicateur qui va Elle nous... prendrait quelle forme, cette implication de la société Moi, je civile? pense, d'abord, c'est la confiance. La confiance que le citoyen a. C'est-à-dire aura. association, Voilà. collectif. Absolument. C'est par exemple l'Observatoire national de la société civile. Il doit travailler avec le HCN. Comment inculquer cette culture du numérique. Comment le citoyen fera confiance à ces plateformes. Parce que réellement, le citoyen, c'est un humain. Il va utiliser la plateforme si il trouve son intérêt. D'une part, s'il y a un intérêt. Et si elle est facile. Maintenant, si on lui propose, on lui donne une plateforme difficile à comprendre et qu'il faut 5 bac plus 5 J'en pour... ai utilisé une il y a 15 jours, je ne citerai pas laquelle. Franchement, j'ai rentabilisé mon diplôme universitaire. Ah, vraiment. Absolument. Donc voilà. Absolument. Il y a une Bah, chose. moi, je donne, je Hassan. m'excuse, c'est Oui, un thème. allez-y. Par exemple, l'application Veridimo, pourquoi elle a réussi? Parce qu'elle est très, très, Elle est très intuitive, simple. effectivement. Il y a de l'intérêt derrière et elle est facile à utiliser. Moi, je pense qu'il faut aller Elle a été vers cette- récompensée d'ailleurs récemment. Oui, dernièrement, dans le sommet africain. Tout à fait. Donc, Mais, pardon. Monsieur Guesson, Il y a beaucoup d'exemples où necessity is the mother of innovation. Yani, parfois, nous utilisons un service par nécessité. Je vais donner un exemple tout simple. Vous avez parlé les offres publiques, etc. Les marchés publics, les marchés Bosem de Sonatrach. Il y a des startups qui ont développé un système complètement digitalisé du marché public à intégrer. Donc il y a des solutions qui sont proposées. Un exemple tout simple, très rapidement, je passais par la frontière Est vers la Tunisie et la douane avait installé un nouveau système. Et ça prenait énormément de temps pour certains et c'était très rapide pour d'autres. Pour ceux qui avaient pensé à utiliser le nouveau système en ligne et remplir toutes les informations, ils arrivaient avec un code à barre et QR ils disaient code et voilà, voilà. tac, ça scannait et ça passait très vite. Moi, je ne l'avais pas fait. Croyez-moi, la prochaine fois, je le ferai. Et donc, cette nécessité va faire que nous allons aller très vite dans le futur. Et c'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup messieurs pour cette émission fort sympathique. Merci beaucoup à Lamine B derrière la vitre, à Mouni au streaming. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde. À jeudi prochain.